on a constaté que les Français ont trois attentes et trois réflexions principales, et c'est celles qu'on va vous proposer de partager. D'abord, il y a un sujet autour du besoin de lien social qui commence à se prédéfinir avec des préoccupations qui sont autour, évidemment, de la capacité à sortir et à être libre de ses mouvements, sa liberté d'action, sa liberté de consommation, sa liberté de mobilité, on y reviendra juste après. Évidemment, dans les préoccupations des Français aujourd'hui, la gestion du risque. Et puis le troisième type de besoin exprimé par les Français dans ces enquêtes, c'est la volonté en fait de pouvoir dessiner un avenir différent de celui qui a été celui de ces dernières semaines. Et donc toute une volonté de la part des Français d'apprendre à faire autrement. Et on le voit par exemple avec la notion de la distanciation sociale, où finalement, quand on questionne les Français, on aurait pu croire que les Français sont complètement rebelles, ne vont pas vouloir accepter la distanciation physique et sociale. Mais petit à petit, on s'aperçoit que dans les enquêtes qui sont réalisées à grande échelle, que finalement, la population commence à être dans l'acceptation d'une adaptation à ces nouvelles façons de s'organiser sur un plan social et bien sûr de respecter la prévention de risques qui sont multiples et variés. Donc la distanciation sociale et physique, la protection par les masques, vous l'avez vu, on en parle tout à l'heure, et puis évidemment le rapport produit. Nous avons récapitulé ici dans trois grandes catégories finalement les préoccupations qui sont en lien avec la préparation du déconfinement. Donc évidemment le sujet principal, hein, le risque majeur, c'est d'abord la trésorerie et le cash. On a aujourd'hui toutes les entreprises et d'ailleurs l'ensemble des acteurs de l'écosystème des grandes organisations aujourd'hui, évidemment, savent que le risque majeur et l'enjeu majeur est d'abord la question de la trésorerie des entreprises, la santé économique et financière. Donc évidemment, il va falloir mettre en adéquation l'ensemble des coûts qui sont actuellement générés par l'impact de cette crise. Je ne reviens pas sur le chômage partiel, mais vous le savez, pour certaines entreprises, il y a des restructurations qui vont avoir lieu. Peut-être que le chômage partiel va être prolongé dans certains cas, etc. etc. Donc, premier risque majeur pour l'entreprise. Le deuxième qui me semble important, c'est tout ce qui est lié, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, à la prévention et à la gestion des risques sanitaires, donc liés à l'épidémie et la pandémie. Vous le savez comme moi, les scientifiques redoutent des rebonds de l'épidémie et la pandémie que nous avons subies ces dernières semaines. Donc, le risque est présent et perdurera beaucoup plus que quelques semaines d'après les experts. Et puis, un troisième risque au niveau des entreprises qui semble être vraiment préoccupant pour les uns et les autres, et vous nous l'avez dit d'ailleurs lors des interviews que nous vous avons proposées la semaine dernière, vous constatez les uns et les autres également un risque sur un plan psychosocial au sein de vos organisations et au sein de vos équipes, puisque si on parle de qualité de vie au travail, certains parmi vous nous ont clairement exprimé aussi les risques qui sont liés en fait à l'isolement des salariés et puis aussi à des questions liées à la reprise du travail, puisque certains ont été mis en chômage partiel, d'autres ont continué en télétravail avec une grosse charge d'activité. Et ce qu'on constate évidemment, c'est que le risque de tension relationnelle et de tension sociale au sein des organisations est un risque majeur. Pour les managers, parmi vous, vous nous avez interrogé et questionné sur la manière d'organiser finalement différemment la préparation du confinement au niveau des équipes, avec des idées autour de la gestion de rotation des équipes, semaine A, semaine B, temps partiel ou pas, une alternance entre rythme de travail, le changement des horaires avec des décalages d'horaires, le traitement différencié pour certaines personnes sur un plan géographique, la prise en compte évidemment des contraintes d'équilibre pro et perso, notamment avec la garde d'enfants, et puis bien sûr des cas particuliers qui sont liés à des impacts sanitaires et médicaux, puisque certains de vos collaborateurs évidemment ont été impactés directement par le Covid. Et puis le deuxième risque, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un risque majeur, c'est celui évidemment de la rupture ou de la fracture sociale qu'il pourrait y avoir si on ne s'intéressait pas évidemment aux signes faibles, ce que j'appelle les signes d'alerte, puisque évidemment, dans certains cas, on a constaté aussi des risques de burn-out pour certains, de la fatigue, et donc tout un sujet autour du risque psychosocial va être important. Par rapport à ça, on a développé
parcours de formation, j'en profite pour vous le dire, qui a connu un grand succès. Aline pourra vous le confirmer tout à l'heure, parce que finalement, les managers, très vite, ont eu une perte de repères et ont souhaité avoir une réactivation, un rappel d'un certain nombre de notions qui sont importantes quand on parle de risques psychosociaux. Et ce parcours de formation, finalement, a connu un grand succès parce que les managers se sont très vite retrouvés, en fait, complètement perdus dans la manière de gérer ces nouveaux risques qui sont inhabituels dans leurs équipes. Donc j'en profite pour le dire parce que c'est vrai que parfois on ne souligne pas assez le besoin d'accompagner les managers en termes de compétences liées à la gestion de l'humain et notamment dans des situations comme celle-ci. Il y a des risques pour les entreprises très forts et évidemment ces risques ont des impacts sur les collaborateurs et les salariés. Vous le savez comme moi aujourd'hui, il y a des risques très forts dans certains secteurs d'activité de prolongement du chômage partiel. Pour certains, on parle déjà de rationalisation et de licenciement économique. Je pense au secteur du transport aérien, par exemple, où on sait pertinemment que certaines compagnies aériennes sont déjà en train de préparer des plans de départ volontaires, des restructurations internes. On sait aussi que dans certains services, notamment dans les services centraux, je pense aux directions comme la direction des achats, mais d'autres services sont concernés, hein, évidemment. On ne reviendra pas sur un effectif stable tel qu'il était auparavant et donc il y aura probablement des réductions d'effectifs dans certains services. Et le deuxième point que Rosemary développera tout à l'heure, c'est qu'en effet, l'impact du télétravail sur les collaborateurs est très fort. On développera ça juste après, mais évidemment, il y a aujourd'hui une vraie question de fond autour des avantages du télétravail. Donc, je ne développe pas tout de suite, mais vous le savez comme moi, ça va avoir un très, très gros impact. On a souhaité avec Rosemary partager avec vous plusieurs choses. La première, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir est bien plus qu'une préparation de déconfinement, en fait. Ce qu'on souhaite travailler avec vous aujourd'hui et dans les prochaines semaines, c'est 3 enjeux qui nous semblent importants. La première, c'est que à l'unanimité, tout le monde est d'accord pour dire que ce que nous sommes en train de vivre est une vraie mutation, c'est-à-dire que nous avons à faire face à un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire que le télétravail en est la preuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Pour être simple, c'est que le télétravail qui jusqu'ici était plus ou moins bien accueilli par certains et pas forcément intégré pour d'autres, va devenir une norme dans les nouveaux modes de fonctionnement. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, forcément, un nouveau mode de fonctionnement tel que l'impact sur les organisations et va avoir des impacts sur les modes de management. Voilà ce qui va se passer. Donc, on peut dire qu'on est face à un changement de paradigme dans le sens où la manière de voir les choses, la manière de voir le rapport à son organisation, la manière dont les collaborateurs voient les modes de fonctionnement proposés par l'entreprise, les modes de management, ça, c'est en train de changer. Et donc, on ne peut pas croire et dire qu'on va revenir comme avant. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début de ce changement de façon de penser. Le deuxième enjeu qu'on ne développera pas aujourd'hui, mais qui sera vraiment un sujet pour nous des prochaines semaines, c'est la vitesse de sortie de crise et de reprise économique. Puisque aujourd'hui, pas mal d'entreprises ont fait preuve d'une très forte réactivité, une très forte adaptation pendant la crise. Ça, c'est clair. Donc là, on est face à quelque chose d'assez étonnant, génial, super, des actions solidaires. Et donc, on pourrait croire que certaines entreprises ont commencé leur résilience. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce que démontre en fait cette période de crise que les entreprises ont su relever, c'est tout simplement une capacité d'adaptation et une réactivité très forte. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la résilience des organisations est effective. Finalement, les apprentissages que nous faisons, nous ne les aurions pas faits s'il n'y avait pas eu cette crise. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que nous avons trouvé les bonnes recettes du futur? Est-ce que nous avons trouvé les bonnes pratiques pour demain? Nous avons découvert des choses, mais qu'est-ce que nous avons découvert qui réellement va nous permettre de rebondir? Pour l'instant, nous ne savons pas. Et donc, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Et donc, c'est quand même un vrai sujet dans les semaines à venir, c'est finalement la vitesse de sortie. Elle va être très différente en fonction du degré de résilience et de la robustesse de nos organisations. Et enfin, pour finir, évidemment, c'est que quand on dit que nous devons passer à une organisation résiliente, oui, bien sûr, la question est comment le faire.
Et donc là, si on ne modifie pas nos modes de pensée, si on ne travaille pas sur la culture, sur la manière de voir le monde, de voir le rapport que les uns et les autres ont. On le voit par exemple dans les rapports entre managers et collaborateurs. Est-ce que le collaborateur demain, qui est devenu responsable, est-ce qu'il attendra de son manager du pilotage, du contrôle et du management tel qu'il l'avait jusqu'ici par objectif? Eh bien, nous, en tout cas, notre conviction, c'est que cette période est terminée. Et donc, le management va muter vers autre chose. Voilà, Rosemary, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce changement de paradigme lié au rapport du télétravail? Oui, merci Saïf. Alors, pour introduire le sujet, je vous ai sélectionné quelques chiffres clés d'une enquête qui a été menée récemment par Malakoff Humanis, donc qui date de mars, donc assez récente, qu'on vous transmettra bien sûr en post-communication. Alors, cette enquête nous dit tout d'abord que les collaborateurs, comme vous pouvez le voir, apprécient le télétravail et y trouvent de nombreux avantages. Donc, concrètement, les chiffres, vous voyez, 88% d'entre eux disent que le télétravail permet davantage d'autonomie, davantage d'efficacité et de productivité. Que pour 86% d'entre eux, le télétravail contribue à la diminution de fatigue, renforce l'engagement auprès de leur entreprise et enfin, pour 89% d'entre eux, améliore l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, c'est quand même des chiffres très, très positifs, même si on sait que le télétravail qu'on vit actuellement, c'est un télétravail un peu particulier. Pour certains d'entre nous, il y a aussi la gestion des enfants à côté, en parallèle à mener. La situation est quand même très stressante, on va dire, de manière générale, mais les retours sont toujours quand même globalement très positifs. Alors, ce qui était aussi intéressant pour nous à souligner, c'est que finalement, ce n'est pas très nouveau comme constat parce que depuis des années, les études démontrent pour ceux qui étaient déjà en télétravail l'intérêt, les bénéfices pour le collaborateur, l'entreprise de ce type de fonctionnement, on va dire, hein, du télétravail. Et pour autant, depuis 2015-2016, ce mode de fonctionnement en mode télétravail n'a jamais été généralisé, donc il se démocratisait, mais plutôt timidement, on va dire. En fait, on se rend compte que ce principe, c'est le principe un peu de la spirale dynamique que vous connaissez, c'est-à-dire que c'est une crise qui amène les individus à développer des nouvelles compétences, des nouveaux modes de pensée et à changer de paradigme. Et en réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Quel est-il, ce nouveau paradigme? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les organisations vont devoir intégrer effectivement un nouveau mode de fonctionnement qui répond aux enjeux d'équipe de vie, personnelle, professionnelle, de productivité aussi pour les entreprises en effet, et qui vont développer un monde professionnel plus ouvert, plus collaboratif, plus responsabilisant et où la confiance mutuelle est présente. Ceux qui l'ont vécu, ont expérimenté cette nouveau mode de fonctionnement et qui ont pu ressentir les bénéfices, ils voudront évidemment rester, en tout cas développer davantage le télétravail. Alors, la réelle question, c'est comment finalement l'aborder, comment se réinventer, puisqu'on peut constater par ailleurs que les visions divergent en entreprise. Pour ça, quelques chiffres clés. D'abord, quand on interroge les collaborateurs, on sait que pour 62% d'entre eux, les Français souhaitent développer davantage le télétravail après le déconfinement. Et lorsqu'on interroge des managers et aussi des directions, finalement, ils se demandent plutôt comment faire pour faire revenir leurs équipes au plus tôt et au plus vite comme avant. Certains d'entre eux nous disent, par exemple, ils vont devoir faire, mes équipes, mes collaborateurs vont devoir faire le deuil du télétravail, de ce mode de fonctionnement. Et ils sont aussi conscients, pour 85% d'entre eux, que s'ils doivent intégrer un mode de fonctionnement en mode télétravail, ça nécessitera pour eux une gestion repensée complète de leur équipe et ça va être plus difficile. Alors, évidemment, ce qui était intéressant ici, c'est de démontrer cette dissonance entre les besoins des collaborateurs qui s'expriment et aussi, finalement, ce que souhaitent les managers et pour certains aussi les directions d'entreprise. Sans doute, il y a
un manque de préparation des managers, évidemment, beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, de doutes. Le questionnement, c'est comment concrètement aider ces managers à intégrer ce nouveau paradigme. Alors même qu'on sait par ailleurs que les managers sont dans une phase de doute, d'incertitude, et c'est bien normal par rapport à la situation actuelle. Et sans doute, leur tendance naturelle pourrait être de décider seul, d'avoir une tendance à revenir à des anciennes pratiques, de décider seul et d'arbitrer dans son coin sans forcément impliquer son équipe. Or, pour nous, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans cet état d'esprit et de réaliser, de co-construire avec son équipe son nouveau mode de fonctionnement. Voilà, co-construire, en quelques mots, c'est d'être en mode collaboratif avec son équipe, c'est-à-dire être en capacité en tant que manager d'entendre les besoins et motivations de chacun et bien entendu en tenir compte, mais aussi évidemment faire un travail intérieur de développement personnel, c'est-à-dire être capable de travailler sur ses peurs, ses inquiétudes, le lâcher prise, parce que en effet, demain, en tant que manager, je vais sans doute avoir moins la main sur le pouvoir, une sorte de lâcher prise par rapport au contrôle et le sentiment de perdre pour certains le pouvoir. Donc, comment effectivement développer finalement sa confiance en soi, son leadership, donc autrement dit, faire confiance, développer sa confiance en soi pour développer la confiance en l'autre et la confiance par rapport à son équipe. C'est-à-dire d'être dans une posture OK, donc j'ai de la valeur, tu as de la valeur et je tiens compte évidemment en tant que manager de tes propositions, de tes besoins et je les considère comme étant aussi importants que les miennes et parce que évidemment on est dans une situation complexe et donc je dois évidemment prendre en compte tous les avis et toutes les opinions pour pouvoir décider ensemble. Tout d'abord, première phase, les questions à se poser en tant que manager, pour justement faire ce travail sur soi et finalement se connecter à soi, à ses ressources et se dire véritablement qu'est-ce qui est important pour soi et pour son équipe, pour son organisation. Ces mêmes questions, on invite le manager à les poser à son équipe pour faciliter le travail de co-construction et en phase 3 finalement, entamer une phase de partage et co-décider ensemble. Alors, les questions qu'on vous invite à vous poser déjà en tant que manager, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc, de manière actuelle, sans jugement, donc de sorte à prendre de la distance par la situation, tout ce qui s'est passé, à dérouler ce qui s'est passé pour soi dans cette phase, dans cette crise. Mes ressentis aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu ressentir, mes émotions, les émotions plus positives, on va dire, et aussi peut-être des émotions un peu plus difficiles à gérer, les miennes, mais aussi celles des autres. Parce que ce qui est important pour un manager, c'est d'ouvrir finalement son champ de perception, permettre finalement d'accueillir aussi les propositions et de pouvoir réellement écouter les besoins des autres. 3, se connecter à soi et à ses ressources, celles qu'on connaît, mais aussi les ressources inconnues qui ont émergé pendant cette période, très important, et se questionner finalement sur ce qui fait sens et ce qui est important pour soi. 4, laisser émerger finalement son intuition, c'est pas une question mais c'est une étape, c'est-à-dire se laisser du temps pour, après toutes ces questions, laisser venir intuition et sa vision de ce qu'on veut pour demain. Et puis enfin, décider de ce que j'ai réellement envie de garder et de changer dans mon mode de fonctionnement et aussi pour son équipe. Donc une fois qu'on a posé ces questions, qu'on s'est posé ces questions à soi-même, deuxième phase, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'inviter ses collaborateurs à se poser ces mêmes questions. Et pour tout simplement préparer la phase de co-construction, qui est la dernière phase, où on invite les managers à partager ces réflexions communes et à co-décider ensemble. Alors, co-décider, il y a différents outils qui permettent de le faire. Juste pour conclure ici, sachez que ces questions-là, elles ont été inspirées par le modèle de U que vous connaissez sans doute, de Otto Schammer et Peter Senge. Le principe, c'est comment on fait évoluer les équipes et soi-même en partant de ses ressources, de qui je suis, d'aller vraiment à la source
puissiez puiser, quelle est la mission qui va effectivement être essentielle pour chacun d'entre nous pour faire évoluer nos modes de fonctionnement. Voilà rapidement, Saïf. Merci beaucoup, Rosemary. C'est vraiment très inspirant et puis surtout, ça structure un petit peu les étapes par lesquelles on va devoir passer et accompagner nos managers et collaborateurs. Juste pour la suite, donc suite aux interviews que nous avons réalisées et au travail que nous sommes en train de faire sur l'étude en fait de cette résilience des organisations, nous vous proposons donc de nous retrouver à 2 rendez-vous principaux sur le mois de mai. Qui rythmeront évidemment nos recherches et nos échanges d'expériences respectifs. Et puis, merci à tous pour votre attention, pour l'interaction que vous avez pu avoir également dans le chat. Et on vous dit donc surtout très belle journée et bonne préparation de la reprise d'activité à tous.